Et C'est on y est. parti. Moteur, ça tourne. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas, s'il vous plaît, dans le chat à nous dire si vous entendez, si vous nous voyez bien. Donc, vous êtes sur la chaîne Je suis qui je veux, une chaîne dédiée à la qualité des entrepreneurs et des leaders d'entreprise. Et aujourd'hui, je reçois Sonia Jaza. Bonjour Sonia. Bonjour Gaël. Bonjour à tous. Voilà. Et le thème d'aujourd'hui, ça va être par son expérience et par la mienne, d'aller un petit peu confronter les différences ou les similitudes qu'il peut y avoir entre gérer une entreprise et gérer un couple. Euh, alors, on voit pas, on n'entend pas, m'a dit Emeline. Si, pourtant je m'entends, un petit temps de décalage. Je vais continuer comme ça, je pense que ça fonctionne. Donc oui, donc je disais voilà d'aller voir ensemble comment un couple peut fonctionner et puis comment une Mm. entreprise peut fonctionner et voir un petit peu les similitudes qu'il peut y avoir avec ça. Donc pensez si la chaîne vous plaît à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé du fait que vous avez un live qui se lance comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, nous avons une heure et demie à peu près pour débattre de ce sujet et on va le poser. Sonia, tu es stressée par cette Complètement, première interview. j'avoue. Donc voilà, pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, si tu peux un petit peu te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, ta vie, ton œuvre en gros. Bien sûr, merci. En tout cas, merci à toi déjà de m'avoir invité. Merci à vous d'être devant l'écran. Donc, je m'appelle Sonia Jaza. Je suis psychothérapeute et conseillère en relations conjugales. Je suis mariée depuis 30 ans, donc le couple, je connais un petit peu. J'ai deux grands et beaux enfants. Et concernant ma vie professionnelle, j'ai une première vie dans l'immobilier. Et puis, au bout d'un certain temps, j'avais fait un petit peu le tour. Il y avait des points qui ne me satisfaisaient plus. Et c'est vrai que j'ai eu envie de me tourner beaucoup plus vers des rapports plus humains, plus authentiques, et, et notamment les interactions entre les gens et surtout le couple. Je me suis formée à être conseillère en relations conjugales dans un premier temps. Au bout de cette formation, je me suis aperçue que c'était très théorique, donc très intéressant, mais très théorique, Théorique. et que je n'avais concrètement aucun outil pour pouvoir recevoir des personnes. Et du coup, j'ai entamé une formation donc en PNL que j'ai suivie jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, je suis maître praticien en PNL. Et puis après, j'ai élargi à d'autres choses, donc avec de l'hypnose, avec de l'EMDR, avec différentes techniques. Et là, récemment, je me suis formée aux constellations familiales et que j'espère nous allons co-animer ensemble. Voilà, donc ça c'était la petite annonce Voilà, pour démarrer la session, c'est qu'en effet on va être amené à co-animer c'est ça. des séances de constellation familiale. Alors juste petite parenthèse peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la PNL. Donc c'est un outil, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Pour Sonia comme pour moi, donc nous sommes tous les deux maîtres praticiens en programmation neuro-linguistique. Moi, j'aime bien le définir comme étant un outil qui permet de passer à la phase concrète, Mmh. justement, de notre travail. Alors aussi bien en coaching qu'en thérapie, c'est vraiment un outil qui nous permet de pas rester simplement dans le théorique, mais bien d'avoir un apport pratico-pratique dans la mise en place du Mmh. changement chez les personnes que nous accompagnons. Je sais pas comment toi tu le décrirais, mais voilà. C'est exactement ça. Hmm. C'est une méthodologie qui permet un questionnement, qui permet euh, d'affiner vraiment la problématique. Et du coup, ça donne des objectifs, on sait où on va, et ça donne vraiment des outils de changement. Ok. Donc, on y va. On va un petit peu On y parler va, on y va. du sujet. Euh, alors, avant de rentrer vraiment dans le fond du sujet, tu as parlé un petit peu de ta vie et de comment tu en étais arrivé là. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment
tu as vraiment pris la décision qui t'a amené le choix de devenir thérapeute, en fait? Ça a été quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans cette vie-là de thérapeute? Oula. Alors, j'ai envie de te dire que depuis l'adolescence, je suis une marieuse. C'est-à-dire que j'essayais toujours d'avoir une copine, un copain avec qui je les mettais ensemble. Donc déjà, il y avait un petit peu ce goût-là. À titre personnel, j'ai suivi des thérapies Mmh. et je trouvais extraordinaire parce que ça m'a vraiment amené un autre regard, une autre perception sur les choses. Et, et ça a été très aidant pour moi déjà à titre personnel. Ensuite, lorsque j'ai eu mes enfants et que j'ai posé un congé parental, la question s'est posée parce que j'avais vraiment fait le tour dans l'immobilier et je ne voyais rien d'autre en fait que ça parce que vraiment l'humain et les interactions avec les gens me fascinaient Mmh. et j'avais vraiment envie d'aller explorer ça. Donc, je dirais le déclencheur, ça a été vraiment après, lors de mon congé parental. Lors de ton congé Ouais, parental. ouais. Donc là, j'ai repris des études, Mmh. 4 ans, et je me suis lancée avec rien derrière. Donc ça a été compliqué. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a énormément soutenue au niveau logistique, mais au niveau moral aussi, Oui, qui a cru en c'est moi. important. Ouais, qui a cru en On va en moi. parler tout à l'heure On va en d'ailleurs. parler. Donc il a toujours été là, toujours été là. Et il est toujours là d'ailleurs. Et, et voilà, j'ai acheté mes 3 chaises, mon petit bureau, et j'y suis allée. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti, ça fait 20 ans. Mmh. Ça fait 20 ans, cette année, ça fera 20 ans que je suis installée donc en libéral sur Sifo. Sur s'il faut. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Merci beaucoup Sonia pour ce témoignage de ton démarrage de vie de thérapeute. Et donc oui, là maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler un petit peu des différents comportements et notamment du contrôle qu'on peut observer aussi bien dans la vie de couple que dans la vie d'entrepreneur. Alors moi, ce que je vais régulièrement identifier dans mes accompagnements de dirigeants, c'est qu'il y a sans s'en rendre compte, en fait, le dirigeant va installer un espèce de contrôle et va essayer de vouloir tout piloter dans sa boîte pour se rassurer. Et en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de ton côté, est-ce que tu rencontres dans tes séances un homme ou une femme qui a ce même besoin vital de tout régenter Mmh. au sein de la maison ou dans son couple, surtout dans la vie de couple, pour pas se sentir dépassé. Et puis, bah, comment tu confrontes ça, du coup? Alors effectivement, alors pas tout le monde, hein, mais effectivement, il y a des gens qui vont être contrôlants pour se rassurer, besoin de savoir où on va, besoin de se rassurer, besoin de gérer. Souvent, c'est pas une relation de pouvoir, c'est plutôt une relation enfin, c'est vraiment pour, maîtriser, mais dans le sens pour pas que ça déborde. Donc c'est peut-être la différence avec un dirigeant qui, lui, est dans le pouvoir de son entreprise, quoi. Mm. Oui, il y a une relation de pouvoir Il y a dans une relation de l'entreprise, bien pouvoir. sûr. Alors maintenant, ce que j'ai pu observer également, c'est que des gens qui étaient, dans ce pouvoir dans l'entreprise avaient aussi un peu tendance à le reporter dans le couple. Ce qui peut effectivement poser problème puisque dans ces cas-là, on n'est plus dans une relation, équilibrée. Bien sûr. Mmh. Et oui, la relation, l'équilibre dans le couple est un des fondements, même j'ai envie de dire, du couple, Ouais, sinon ça fonctionne pas. exactement. Alors équilibre, pour chacun, ça va être un équilibre différent, hein. On est bien d'accord qu'il n'y a pas un équilibre, il n'y a pas une recette magique, mais en même temps, il faut que chacun s'y retrouve, quoi. Et chacun existe et chacun ait sa place dans le couple. Mm. Et comment tu fais, toi, bah, justement, quand tu identifies ça au sein d'un couple ou auprès d'une personne qui a cette espèce de pouvoir contrôlant, ou du moins, comme tu viens de le dire, je ramène du travail, ce côté un peu contrôlant que je mets dans la maison, comment tu fonctionnes, toi, à ce moment? Bah, déjà, j'aide la personne à identifier qu'elle est là-dedans, parce que souvent les personnes ne se rendent pas compte Mm. qu'elle est contrôlante, Bien sûr. heu, par un questionnement, par une discussion, petit à petit, on aide la personne à l'identifier, ce qui est pas toujours évident pour certains de l'admettre. J'essaye de voir si derrière il y a une blessure, parce que souvent
on va peut-être en parler, On va en mais parler. dans le contrôlant, il y a une blessure à la base qui est la blessure de trahison, donc le sentiment de se faire avoir. Euh, donc on va travailler sur les blessures. Et puis après, le partenaire, c'est aussi à lui de mettre un cadre, de mettre un cadre. Mmh. Dans le dans le démarrage de ces séances-là, est-ce que c'est plus souvent la personne contrôlante qui lance l'idée de venir suivre une thérapie, ou au contraire, c'est la personne qui peut-être se sent, je sais pas, dévalorisée ou un peu soumis par rapport à l'autre qui est contrôlant? Non, c'est pas le contrôlant, parce que le contrôlant, pour lui, en général, il n'y a pas de souci. Ouais, Donc c'est plutôt l'autre personne qui ne trouve pas forcément sa place. qui trouve pas sa Ouais, place. qui trouve pas sa place ou qui se sent dévalorisé. Mmh. Mm. Ok. Alors là, oui, en effet, moi, tu vois, je vois un certain parallèle dans l'entreprise parce que lorsqu'on a un manager contrôlant, on se retrouve avec quelqu'un qui prend en effet tout le pouvoir, qui laisse absolument aucune place. Mm. Moi, ce que j'ai pu voir dans les entreprises, c'est que ça étouffe totalement la créativité des collaborateurs. Et dans la difficulté, il y a ce fait d'arriver à retrouver cet équilibre, justement, Ouais. dont tu parlais. Alors, soit effectivement il y a ça, ou soit l'autre personne s'efface parce que de toute manière son avis n'a peu d'importance, et donc petit à petit se replie. Hmm. Donc ça génère de la rancœur, ça génère de la frustration, et puis le couple, forcément s'entend moins bien, Moins bien, moins bien bien. sûr. Ouais. Il y a, il y a une étape à pas franchir, j'ai envie de dire un point où le retour n'est plus possible quand il y a justement ce déséquilibre avec un contrôlant. Alors, les personnes que je peux voir moi en thérapie souvent viennent quand c'est le bout du bout, Hmm. et c'est ce qui est un petit peu dommage, parce que du coup il y a déjà une personne qui est sortie du couple et qui n'y croit plus. Ah, Donc là, c'est un peu compliqué parce qu'elle vient en tant que victime, elle vient avec une plainte, mais pas forcément avec l'espoir que ça puisse changer. que ça puisse changer. Ouais. Et c'est là toute la difficulté, c'est de redonner quand même l'espoir à l'autre que ça peut être modifié. Hmm. Et comment le vit l'autre personne qui du coup voit son conjoint ou sa conjointe positionnée en victime qui n'en peut absolument plus? Alors, la première chose, c'est qu'elle va être sur la défensive et va se défendre et va donner plein d'arguments pourquoi elle fait ça, parce que plein de bonnes raisons, parce que c'est mieux fait, parce que au moins on pense aux choses, parce que tout ça. Donc ça, c'est la première étape, la défensive. La défensive. Et ensuite, il y a l'étape où effectivement, il y a une prise en compte de ce qui se passe, et où elle s'aperçoit que petit à petit, elle a pris tout l'espace, ce qui lui génère une grosse charge mentale d'ailleurs, hein, parce que quand on est contrôlant, Oui, il faut penser à tout. c'est ça. Il faut penser à tout. C'est très très dur, hein, très difficile d'être contrôlant. Bien sûr, c'est un rôle qui, oui, bien sûr, qui est difficile. Euh, alors là, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont accepter une remise en question, mais il faut que la remise en question soit des deux côtés. Bien entendu. Et il y en a d'autres qui feront jamais autrement. Mm. Ils feront jamais autrement. Et dans ces cadres-là où justement la personne contrôlante ne fait pas, comment tu peux accompagner? C'est compliqué parce que du coup, moi, je peux l'avoir en individuel, et on va travailler sur cette problématique, mais à condition qu'elle le veuille. Mm. Parce que bon, la première démarche, c'est quand même que les deux parties soient OK pour admettre qu'il y a un souci, ou déjà l'identifier, admettre qu'il y a un souci, admettre que c'est pas l'autre qui a tort, qui a tous les torts, Qui a tous les qui torts? est souvent le cas aux premières consultations. Oui, c'est une bataille C'est rangée et puis c'est une bataille rangée, et chacun va ramener à lui, c'est parce que l'autre fait pas ça, tu. Mm. Donc donc en général, il y a une séance individuelle où on va travailler sur sur cet aspect contrôlant, Mm. euh, de manière à ce que la personne lâche un peu prise et devienne plus coopérative, et admette que
que bah, c'est un partenariat et que on est une équipe. On est- On n'est pas seul à tirer le bateau et qu'on est deux. Souvent, ce que je remarque, c'est dans les couples, on oublie, on oublie que l'autre est notre partenaire est en théorie bienveillant envers nous. Oui, c'est Mm. le but. Je fais une petite parenthèse, Liliane, je crois. Est-ce que tu peux nous dire si la connexion fonctionne mieux et si tu nous reçois bien? La question suivante qui me venait par rapport à ce que tu viens de dire, tu as identifié le fait que ça pouvait être des personnes qui étaient contrôlantes au travail et qui du coup ramenaient ça à la Mm. maison. Comment tu arrives à couper ça avec peut-être le fait de dire, bah, contrôlant au travail, à la limite, ça te regarde. Comment on peut, quelqu'un qui a des responsabilités au travail et qui veut garder ce rôle un peu contrôlant, peut le lâcher prise en rentrant à la maison? Ou c'est indissociable? Encore une fois, ça va dépendre des personnes. Euh, Au départ, je pense que la première chose, c'est qu'il faut que la personne se connaisse, Mmh. voit ses limites, voit ce qu'elle veut, l'objectif. Et c'est quoi l'objectif du couple? Là aussi, c'est là où ça rejoint un petit peu l'entreprise, c'est-à-dire que en couple, on a l'illusion qu'on s'aime et tout le reste va de soi. Mais pas du tout. Et c'est là où ça fonctionne un peu comme dans une entreprise, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'un couple a une vision du couple. On veut avoir des enfants, on veut acheter un appartement, on a une vision des choses, de là où on veut aller. On a un rôle, c'est-à-dire que dans le couple, on est l'homme ou la femme de ce couple-là, et on va avoir un rôle en tant que femme de ce couple, Oui. et en fonction de la vision qu'on a du couple, on va avoir des valeurs communes. Et du coup, j'ai perdu le sens de ta question. Bon, je suis désolée, j'étais partie dans mon truc. Oui, c'était de savoir en fait si c'était possible de dissocier le contrôlant au travail du contrôlant à la maison. Ou Alors, si ouais, forcément c'était mais c'est la, indissociable. alors, bah, le point numéro un, c'est la communication. C'est-à-dire que si le couple ne communique pas, et c'est là où le partenaire a aussi son rôle, c'est-à-dire que c'est aussi à lui, non pas de faire des reproches, mais de dire, voilà, quand il se passe ça, moi, je ressens ça et ça me va pas. Mais il faut le poser, en fait. Eh oui, C'est poser un cadre et poser des bases et dire comment on fonctionne, donner le mode d'emploi donner un finalement. mode Ouais, d'emploi. ouais. Le cadre, on y reviendra un peu plus tard, mais en effet, cette notion de communication Mm. qui est hyper importante et d'arriver à pas rester derrière ce qu'on disait, la bataille rangée avec C'est ça, parce que c'est toi sinon qui c'est fais. de l'agressif, du défensif, et puis chacun a raison, et tout le monde a perdu. Merci pour cette Bah, réponse à cette première question qui était un peu qui a donné d'autres questions qui viennent derrière. On va parler un petit peu aussi de la partie décharge émotionnelle. Euh, Moi, dans les leaders que je peux rencontrer, je les vois beaucoup absorber énormément de pression. Ils font ça toute la journée et puis ça se transforme en cocotte minute. Et en entreprise, ça se finit par une décompression, souvent sur les collaborateurs, pour un minuscule détail. Comment ce mécanisme se transfère ou du moins comment il se manifeste à la maison? de la même façon, c'est-à-dire que la personne qui n'a pas déchargé avant, alors ça peut être par une petite balade, je prends une douche, enfin qui fait pas la coupure, va se décharger forcément sur son partenaire, sur ses enfants, sur son chien, parce que cocotte minute. Parce que cocotte minute. Parce que cocotte minute. Et c'est souvent le cas alors, des chefs d'entreprise, mais ça peut être aussi n'importe quel travail, où on rentre à la maison et finalement on va on va se déverser et on perd la qualité du couple. Mhm. On perd. Donc c'est vraiment faire une transition entre le travail. Alors c'est vrai que c'est pas évident pour des chefs d'entreprise qui vont être sollicités par des mails en permanence. Maintenant, le conjoint n'est pas le thérapeute, le conjoint n'est pas le punching ball, le conjoint, euh, et c'est là où la qualité de la relation doit passer par la communication. Oui, C'est le maître mot, hein. c'est le maître C'est mot, le oui, oui, maître c'est le mot. plus important en effet. Ouais. Et du coup, tu accompagnes comment ces personnes qui fonctionnent un petit peu en cocotte minute et le partenaire qui devient bah, justement le réceptacle ou le punching ball de l'autre?
Bien, on lui apprend à respirer déjà, première chose, parce que souvent la respiration, c'est la base de l'antistress, on va dire par ça. Là encore, il y a une prise de conscience, tu vois, tout part d'une prise de conscience. C'est quoi le problème? Euh, et oui, on va apprendre à lâcher prise. Alors, ça peut être par des techniques, voilà, de respiration, des techniques d'hypnose, différentes techniques pour que ça peut être par le sport aussi, hein. Mmh, Ça, voilà, c'est bien pas sûr. seulement, ça peut être le sport, ça peut être aller faire un tour, le tour du pâté de maison, mais il faut vraiment qu'il y ait un sas de décompression Mmh, pour éviter de se décharger sur l'autre, quoi. OK. Tu as des outils comme ça, des petits exercices en dehors des exemples, et des choses que tu peux donner à tes clients, lors d'une séance? Un truc, j'allais dire de psy. Bah, après, c'est très individualisé, donc c'est compliqué de donner, voilà, si ce n'est la respiration, une respiration ventrale, la cohérence cardiaque. Oui, Après, j'ai envie de dire, oui, c'est très personnel à c'est très chacun, personnel. donc c'est pas évident comme ça. Ouais, c'est de trouver son sas de décompression C'est et ça, le truc qui nous permet justement c'est ça. de pas faire qu'en coque minute, ouais. Ouais. Elle est où la prise de conscience? Parce que, moi, je me suis retrouvé très souvent avec des personnes qui m'ont dit: «J'ai fait ça», mais ils s'en rendent compte un peu trop tard. À quel moment on peut arriver, à prendre conscience que là, on est en train de tout seul de monter en pression pour pouvoir justement arriver à le relâcher avant que ça pète? Alors, moi, ce que je fais faire parfois, c'est de définir un petit mot entre les deux, entre le couple. Alors, un mot qui n'a rien à voir et qui va être complètement hors contexte. Le Mmh. mot, je sais pas, bicyclette, le mot hérisson, peu importe. Et le partenaire va dire ce mot pour dégonfler le truc. Dégonfler, ouais. Alors, bien sûr que c'est en amont, c'est décidé en amont, mais du coup, quand on dit ce mot, ce petit mot-clé, l'autre sait que là, il va trop loin. Il va trop loin. Ouais, ça fonctionne bien. Ça paraît très très bête, mais Oui, ça fonctionne. Oui, oui, je confirme, ça, ça puisque ça fonctionne bien. c'est un outil que j'utilise, que j'utilise dans mon couple aussi, et d'ailleurs, c'est toi qui nous l'as donné. Alors ça, c'est la petite parenthèse personnelle, mais voilà, si Sonia est là aussi aujourd'hui, c'est parce que avant tout, elle a été ma thérapeute, notre thérapeute, et je la considère en très haute estime. C'est un peu ma mère spirituelle au niveau de la PNL, et Euh, qui m'a donné voilà, qui m'a donné envie de faire ce métier. Donc je suis très ravi de t'accueillir c'est ici. très, voilà, merci. C'est très émouvant. Je t'en prie, Merci à toi. je t'en prie. Et du coup, j'ai perdu le sens de ma question, c'est mon tour. C'est ça, c'est ça. Non, tu disais que tu utilisais aussi ce petit mot. Voilà. Donc, alors, c'est un petit mot qu'on met en amont, donc on en discute, et on convient que si l'un des deux dépasse les bornes, dépasse les limites, on va donner ce petit mot, et on sait que là, il n'y a rien à dire et que ça permet de faire redescendre les choses. Alors, c'est pas magique, hein, ça marche pas tout le temps, mais ça Ça fonctionne quand même. fonctionne bien. Ouais. Ouais. Ok. Euh, on va parler aussi un petit peu des masques de posture. Alors, en PNL, on parle d'ancrage pour ceux qui savent un petit peu comment fonctionne la PNL. Moi, ce que j'ai identifié sur le problème du dirigeant, c'est qu'il reste souvent ancré justement dans sa posture de décisionnaire, et il garde son armure même une fois Son la journée. identité, enfin, son Oui, identité devient, même à la maison. ouais. Voilà, tout à fait. Ouais. Et que, bah, on en parlait tout à l'heure, que c'est difficile de trouver ce sas pour couper. Comment ça se passe quand tu reçois des hommes ou des femmes qui sont littéralement bloqués dans ce personnage de force, dans ces personnes qui savent pas redevenir vulnérables ou simplement eux-mêmes face à l'autre? Mhm. Alors, en général, je les prends en individuel parce que Ok. là, ça concerne plus le couple, Mm. ça concerne vraiment la personne et on va travailler donc sur les 5 blessures. Donc, pour ceux qui connaissent les 5 blessures de Lise Bourbeau, donc, je rappelle, donc il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors, on se retrouve tous un peu là-dedans, mais on en a quand même Les des dominantes. dominantes. Donc, on va travailler en individuel sur ça. Euh,
On va travailler aussi beaucoup sur le triangle de Karpman. Donc ça, c'est de l'analyse transactionnelle. C'est victime, bourreau, sauveur. Parce que souvent, les dominants prennent le rôle du sauveur Mm. et donc ne considèrent pas l'autre à égalité, puisque l'autre devient N'est pas victime, capable. voilà, n'est pas capable. Donc on va quand même beaucoup travailler sur ces postures. Donc soit ça remonte à l'enfance pour X raisons. Donc là, on rentre vraiment dans une thérapie. Mm. Euh, et c'est pas si simple que ça, parce que si on prend ce rôle-là, c'est que ça nous sert bien. Oui. Et on va travailler peut-être sur le besoin d'être valorisé, sur ce besoin de reconnaissance, donc sur les valeurs aussi qu'il y a. Mais là encore, j'ai envie de te dire, c'est très individuel, Très quoi. C'est individuel, oui, très, bien sûr, c'est normal. Mais voilà, c'était identifier justement ouais, un petit peu le costume voilà, les personnes qui vont dormir avec leur costume et leur cravate, quoi. c'est ça, Et qui est-ce qui embarque c'est son ça. armure Mais c'est jusqu'au quoi le bout. bénéfice de ça, en fait? Mm. On va travailler, c'est quoi l'intérêt de ça? Puisque forcément, il y a un bénéfice secondaire. Est-ce que ça permet à la personne d'être sûre d'elle? Est-ce que ça lui permet d'être dans le pouvoir? Est-ce que ça lui permet juste d'avoir confiance en elle? Donc, on va identifier le pourquoi il y a besoin de ce masque de manière à pouvoir démanteler le processus. Alors, ça me fait penser à quelque chose que je retrouve très souvent chez les managers, c'est cette incapacité à montrer une vulnérabilité. Ah, ben, C'est-à-dire que si je montre une vulnérabilité, du coup, on va pouvoir m'attaquer, on va pouvoir me faire du mal. Et comment on peut arriver à casser un petit peu ça, cette idée un petit peu préconçue qui est très sociétale en fait au bien final, hein, sûr, que c'est dangereux les émotions. c'est dangereux les émotions, puis même montrer que à cet endroit-là on peut me faire mal. Donc comment on peut arriver à casser un petit peu ça, ce processus mental qu'on se fait dans notre société? Parce qu'il y a des grandes croyances qui sont de dire si je suis ça, je suis faible. Oui. Donc forcément, je suis vulnérable. Donc forcément, ben là, c'est vraiment travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Parce que si j'ai une bonne estime de moi, je peux être qui je suis. Mm. C'est pas le truc de ta chaîne d'ailleurs, Exactement. ça tombe bien. Mais je peux être qui je suis et montrer qui je suis sans finalement avoir peur du regard de l'autre. Donc on va travailler sur le jugement. Du jugement de l'autre et c'est quoi la peur qu'il y a de montrer ses émotions. Mm. En quoi ça peut être dangereux finalement de montrer ses émotions. Après, il y a aussi des gens qui ont peur de se faire embarquer dans ces émotions. Mm. Par exemple, si je suis la colère, c'est pas la violence. Et beaucoup confondent colère et Colère et violence. violence. Oui. Donc, si je suis en colère, ça va être mal vu. Maintenant, c'est aussi de comprendre que des émotions, c'est des hormones. C'est lié vraiment à des hormones et que on est tous des êtres d'émotion puisqu'on a tous par définition des hormones et qu'on ne les contrôle pas et qu'à un moment donné, ça fait cocotte minute et que si on n'arrive pas à les réguler au fur et à mesure, un jour ça déborde. Alors ça déborde sous forme de maladie, par exemple, ou ça déborde sous forme de dépression, ou enfin il y a différentes formes, mais faire comprendre que c'est pas un danger des émotions, que le danger est justement à ne pas les montrer, quoi. Et oui, voilà, c'est arriver à les extérioriser Ouais, pour pas que ça reste à l'intérieur. ouais, mais il faut démanteler pas mal de croyances. Mmh. Ouais, donc ça part au niveau des croyances, Mmh. en fait, sur le rapport à cette vulnérabilité qu'on peut s'interdire. Et en fait, cette absence de vulnérabilité, ça montre aussi une absence d'authenticité. Enfin, moi, du coup, je le vois Bien sûr. chez les chefs d'entreprise, c'est vraiment ce côté, bah non, je veux pas montrer que à cet endroit-là, ça va me faire mal. Et donc, du coup, je mets cette armure, ce masque, Mmh. qui fait que bah vous me voyez que comme ça, sauf qu'en fait, ça, c'est pas moi. C'est ça, c'est ça. C'est répète-moi les questions. Il n'y avait pas particulièrement J'ai de pas de questions, questions. mais c'était ouais, ouais. Oui, En oui, fait, oui. c'était de mettre en évidence le fait que l'absence de vulnérabilité, c'est une absence d'authenticité. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on n'a pas, voilà, il n'y a pas de, euh, on ne s'autorise pas à être soi en fait. On s'autorise pas à être soi, mais encore une fois, parce qu'on croit qu'il faut être comme ça. Donc ça, c'est sociétal aussi un petit peu, hein.
On croit qu'il faut être fort, on croit qu'il faut pas avoir d'émotions parce que du coup, on va présenter beaucoup mieux, etc. Mais la difficulté aussi vient que souvent, on ne sait pas les gérer, ces émotions. Hmm. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi en faire. Finalement, on a une émotion qui vient et j'en fais quoi? Et on fait quoi? On Donc nous a pas déjà, appris. on nous a pas appris, on nous a pas forcément appris à les identifier. Hmm. Moi, je rencontre souvent la première question que je pose, enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps d'ailleurs, quand les personnes arrivent au cabinet, s'assoient, je dis comment arrivez-vous aujourd'hui? De manière à ce que au moins une fois dans la séance, elles identifient dans quelle émotion elles sont au moment où elles arrivent pour pouvoir les identifier. Et je m'aperçois que beaucoup vont vous dire ça va pas, mais ils vont pas être capables d'aller plus loin. Dire voilà, là aujourd'hui, je suis en colère, ou je suis serein, ou je suis pas forcément négatif, hein. Hmm. Donc c'est déjà les identifier, voir à quelle famille elles se rapportent, puisque bon, dans la peur, ça se décline en angoisse, ça se décline en plusieurs choses, mais dans la colère, ça se décline aussi en différentes choses. On peut être agacé, bon, l'émotion première, c'est la colère. Ensuite, c'est qu'est-ce que je crois qui déclenche cette émotion? C'est-à-dire que forcément, je crois quelque chose d'une situation, d'une personne qui fait que si je crois que tu m'en veux, bah, peut-être que je vais avoir peur. Avoir peur. Mais déjà, c'est qu'est-ce qui déclenche cette émotion? Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où on n'est pas du tout outillé. Non, non pas des choses. Donc c'est un apprentissage et c'est ce que la thérapie aussi amène. C'est à un moment donné savoir dire les dire et d'une manière élégante. Je crois que dans 100% des accompagnements que je fais, il y a toujours un moment où il y a une question de reconnexion à une des émotions. Mm. C'est pas forcément tout le temps la même, mais il y en a qui s'autorisent pas la colère, d'autres qui s'autorisent pas d'avoir peur. Et Ou la dans le tristesse. coaching ou de la tristesse, et dans le coaching, c'est quelque chose qui ressort et qui a nécessité de travailler pour pouvoir atteindre l'objectif qui est posé en début de coaching en fait, parce que Mm. sinon la personne n'arrive pas à l'atteindre. Et puis on reste dans le mental, c'est-à-dire que tant que ça ne passe pas dans le corps et Mm. que ça ne passe pas par une émotion, ce qu'on va se dire en thérapie ou tout ça va rester très dans la tête, dans le mental, mais finalement on l'intègre pas quoi. Il faut que ça passe par le corps et du coup par les émotions. Par les émotions, oui. Oui, complètement, complètement. Moi, j'ai le souvenir d'une personne qui est arrivée en me disant que elle ressentait plus sa joie. Mm. Alors, c'était une personne qui était vraiment aux portes de la dépression, qui était déprimée aux portes de la dépression. Et en fait, ce qui a été salvateur pour elle, ça a été de se connecter à sa tristesse et de s'autoriser à être triste. Et j'ai vraiment vu le changement dans le coaching entre le moment où elle a autorisé la tristesse à être là. Alors ça a été dur, hein, Bien sûr. Mm. le passage à ça. Et à partir de ce jour-là, la séance suivante, je l'ai vu arriver avec le sourire. Et Ça a été vraiment salvateur. bien sûr. Mais justement, la tristesse, c'est une émotion. Alors peut-être plus, je vais très généraliser, hein, mais chez les hommes qui ne s'autorisent pas la tristesse, parce que petit, on leur a dit, ah, t'es un homme, tu dois être fort, Un garçon, ça pleure un pas. garçon, ça pleure pas. Donc là, bah oui, si je pleure, je suis plus un garçon, quoi. Et c'est très compliqué, mais effectivement, si on s'autorise une émotion, les autres peuvent venir aussi. Tout à fait. Ok. Merci. Au passage, merci Liliane pour ce petit mot que tu as noté. Merci Uli aussi pour ta réponse. On va parler justement du conflit de valeurs. Mm. Alors, le couple, c'est une équipe, hein, un peu comme dans une En entreprise, principe. en principe, voilà, pour que ça marche bien, du moins. Et justement, pour qu'une équipe avance, moi, au niveau pro, je travaille sur la clarté des valeurs. Mm. Et si un manager, par exemple, valorise la croissance à tout prix, ça devient très difficile pour un collaborateur qui valorise la sécurité. Le système finit par se casser, en fait, ça fonctionne pas. Dans l'intimité, comment est-ce que tu rencontres, toi, ce choc de valeurs? Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que on a tous des valeurs. On n'y met pas tous les mêmes définitions. Déjà, la difficulté, elle vient de là. Mais on a tous des valeurs qui sont ni bonnes ni mauvaises en soi, c'est OK. Maintenant, les valeurs sont parfois contradictoires. Si mon conjoint a une valeur,
je dis n'importe quoi, mais réussite professionnelle et que moi j'ai une valeur réussite familiale, au quotidien, elle va pas se vivre de la même façon. La réussite professionnelle, va rentrer à 21h, va bosser, va faire ses mails. Et moi, réussite familiale, je vais faire mon petit repas à 19h, tout est prêt et j'attends avec impatience de retrouver mon conjoint. Et du coup, il va falloir faire ce qu'on appelle une négociation de valeurs. C'est-à-dire que, déjà, encore une fois, les identifier, ça part de là. Mais je pense que pour faire un couple, il faut se connaître soi de manière à savoir qui on est, connaître ses valeurs, pouvoir poser ses limites aussi. Mais c'est déjà savoir moi quelles sont mes valeurs essentielles, savoir les valeurs essentielles aussi de l'autre et dire ben voilà, moi 2 fois par semaine je peux rentrer à 19h et 2 fois par semaine tu peux rentrer à 21h. Je vais négocier. Maintenant, si c'est pas ok, là c'est problématique. Ça devient problématique. C'est problématique. Et je peux avoir des valeurs communes. Je peux avoir la valeur santé. L'autre va faire du vélo tous les week-ends et moi, je vais manger bio. C'est-à-dire que même la même valeur peut se décliner de façon différente. Donc, encore une fois, plus on se connaît, plus je peux avoir un couple harmonieux. Parce que je pourrais dire ce dont j'ai besoin, ce que je peux amener à l'autre, et du coup, ça match, quoi. Comment, quel tips tu pourrais donner à un couple là qui nous écoute et pour leur permettre d'identifier que c'est justement un conflit de valeurs et que c'est à cet endroit-là qu'ils ont besoin d'aller travailler et de poser la discussion? Lorsqu'il y a un conflit, quel qu'il soit, c'est remonter, c'est ne pas rester dans le contenu. Je vais prendre un exemple bête. Je veux aller à la montagne, l'autre veut aller à la mer. Ok. Donc ça, c'est le contenu. Maintenant, c'est en quoi c'est important pour moi d'aller à la montagne. C'est pour me ressourcer. Ça, c'est une valeur. Oui. Maintenant, l'autre, en quoi c'est important d'aller à la mer? Ben, c'est plaisir. C'est notre valeur. Et donc, on va voir si de ces deux valeurs, on peut pas trouver quelque chose de commun. Tout à fait. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Oui, bah, enfin, pour moi, ça l'est. C'est clair, mais c'est bien. Voilà. En même temps, on parle le même langage avec la PNL. D'ailleurs, n'hésitez pas à interagir. Oui. Et si vous avez des questions à poser, le live sert à ça. Hein, au milieu de mes questions à moi, je peux poser aussi les questions que vous posez. On peut peut-être juste rajouter qu'est-ce que c'est une valeur. Oui. Donc une valeur, c'est quelque chose qui va être essentiel pour la personne. C'est-à-dire que si je n'ai pas cette valeur, je ne suis pas bien, je suis pas heureux. Donc on a des tas de valeurs. Hein. La France, c'est liberté, égalité, fraternité, en principe. Mais on a tous des valeurs. Une entreprise a des valeurs. Ça peut être l'écologie, ça peut être l'éthique. Mais on a tous des valeurs, famille, santé, partage, et voir quelles sont les plus essentielles, celles qu'on ne peut pas négocier, et du coup, voir comment ça match. Il y a Liliane qui dit que pour elle aussi, c'est très clair. Merci Liliane. Encore une fois, quelqu'un qui parle un langage que on connaît aussi, donc super. Merci. Merci Julie aussi. Merci Julie. Alors, en effet, tu parlais des valeurs dans l'entreprise. Moi, je sais que c'est quelque chose que je travaille énormément avec soit le chef d'entreprise, soit avec le codir, parce que c'est des valeurs que vont dépendre en fait toute l'harmonisation et l'opérationnel de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les valeurs, en fait, on sait où on va. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon entreprise Valorisez-vous. C'est parce que, en effet, ces valeurs, et d'ailleurs, si je me souviens bien, le premier atelier qu'on a fait ensemble, c'était sur les valeurs aussi. C'est vrai. Oui. C'est quelque chose de très essentiel. C'est très important. Et les valeurs ne changent pas au fil du temps. Elles peuvent se modifier une va prendre le pas sur l'autre, mais nos valeurs profondes ne vont jamais se modifier. Et après, ça dépend ce qu'on met derrière le mot partage, derrière le mot liberté, qu'est-ce qu'on va y mettre. Et on va pas forcément y mettre la même chose. C'est pour ça que parfois on se comprend pas non plus, parce que si moi je dis liberté, je peux penser ce que je veux quand je veux, mais toi tu vas me dire non, liberté, moi je peux faire ce que je veux quand je veux. Eh ben on va pas parler le même langage. Donc c'est vraiment aller affiner aussi ça.
moi, je sais que la liberté est une valeur fondamentale pour moi et je pensais pas que c'était le cas. Mmh. En fait, j'ai révélé le fait que c'était une valeur fondamentale pour moi quand le Covid est arrivé et que je me suis retrouvé enfermé chez moi. J'ai toujours été plutôt quelqu'un de casanier. J'aime bien être chez moi, j'aime bien recevoir des gens, j'aime bien être à la maison. Et en fait, à partir du moment où on m'a dit que j'avais plus le droit de sortir, c'était la fin du monde pour moi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment venu me chercher dans cette valeur liberté de me dire, waouh, ma liberté, c'était juste de pouvoir sortir de chez moi, j'ai plus le droit, quoi. Parce que toi, derrière ce mot liberté, tu y as mis ça. Mm. Quelqu'un d'autre va avoir cette valeur-là, mais qui va être moins importante. Je sais pas qu'il va vivre le Covid bien, hein, mais ça sera moins important et il sera moins impacté dans son bien-être, en fait. Mm. Eh oui, tout à fait. Et alors, bah, du coup, la question suivante, c'est qu'est-ce qui se passe si on règle pas ce conflit au niveau des valeurs? Quand il Alors, y a des besoins profonds qui sont pas respectés d'un côté ou de l'autre, qu'est-ce qui se passe si c'est pas traité, pas réglé? ben, si vraiment on n'arrive pas à arriver à un consensus, j'ai envie de dire, là je peux aller, là je peux pas y aller. Mm. Si c'est vraiment pas OK pour la personne, il y a séparation. Ouais, Il y a c'est séparation. vraiment. C'est-à-dire que dans un couple, l'illusion, c'est que l'amour suffit à tout. Mais encore une fois, c'est que le démarrage, l'amour. C'est l'attractivité, l'amour, mais ça suffit pas. C'est loin de là, quoi. Loin de là. L'amour, c'est le moteur. Tout le reste, c'est la voiture. L'organisation, c'est le volant. Alors ça, c'est pas très romantique, mais 30 ans d'expérience de couple. Non, non, je plaisante, mais c'est important, quoi, et là, la communication, elle est essentielle, encore une fois, Mm. quoi. Mais oui, bien sûr, Mmh. sans communication, on n'y arrive pas. Et on voit vraiment. Alors le parallèle que tu prends avec la voiture est assez drôle, mais c'est vrai que c'est. Moi, j'ai souvent entendu dire des clients à partir du moment où on s'aime, de toute façon, ça fonctionne. Ah, Et qu'en fait, belle illusion. alors déjà belle illusion. Et puis en fait, on confond des fois amour et attraction, Mmh. en sachant que ça c'est quelque chose qui s'étiole assez rapidement, hein. 3 ans. Voilà, c'est Alors, 3 ans. tu sais pourquoi? L'attractivité. Non, vas-y. Alors là aussi, c'est hormonal. C'est hormonal, c'est-à-dire que les 3 premières années, on va avoir les hormones qui s'activent, hein, on a le cœur qui bat, etc. Donc on est dans l'illusion que l'autre est parfait. C'est-à-dire qu'on le voit vraiment parfait. On a ce manque, hein, on a toujours envie d'appeler, on a ce manque. On devient jaloux, même si on n'est pas jaloux à la base, on va devenir jaloux de son métier, jaloux du temps qui passe ailleurs. Et en fait, à la base, c'est fait, et ça, c'est des études, hein, c'est pas sorti du chapeau, c'est pas sorti du chapeau. C'est des études qui ont été faites pour que, il y a des millions d'années, dans la survie de l'espèce, il fallait que quand la femme accouche, il y ait un partenaire parce que le bébé ne pouvait pas survivre Survivre seul. seul. Donc ça dure 3 ans pour que l'enfant puisse commencer à marcher et puisse suivre sa mère et soit un peu plus autonome. Ces 18 premiers mois, l'enfant est complètement Livré à lui-même, quoi. livré à lui-même. Mm. Du coup, c'est vraiment biologiquement prouvé. Donc ce qui se passe après ces 3 ans, bah, soit c'est la désillusion, forcément. Donc l'autre, du coup, il a des défauts, il redevient humain. Et là, soit ça passe, soit ça casse. Si ça passe, ça devient un amour beaucoup plus vrai, puisqu'on accepte l'autre dans son entièreté, Avec ses défauts. avec ses défauts. Et là, on peut avancer de manière plus rationnelle, j'ai envie de dire, mais peut-être plus fort, Ouais, plus fort, plus plus fort. serein et On ouais, construit, ouais, on construit on quelque construit. chose vraiment. On n'est plus dans l'illusion que tout est beau et tout est rose. Mm. Ouais. Donc bah merci pour Ouais. cette partie sur l'analyse des hormones. En effet, je savais pas Ouais, c'est que vraiment. Donc il y a l'ocytocine, il y a une autre hormone, je sais plus lequel, mais oui, c'est vraiment les hormones s'activent, un peu comme la drogue. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a toujours besoin de plus, et sauf qu'à un moment donné, bah, le partenaire, c'est pas plus, donc ça chute. terrible.
Ouais. On a Sylvain qui nous dit Dixit, le livre de Frédéric Beigbeder, L'amour dure 3 ans. Alors aussi, oui, 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 oui. On a une question de Sylviane qui nous demande, donc c'est pour toi Sonia, comment tu accompagnes un couple quand il y en a un des deux qui est fermé, qui reste dans son rôle de victime? Alors, la thérapie de couple, pour que ça fonctionne, il faut que les deux soient OK. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est pas OK, alors c'est savoir pourquoi il est pas OK. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors parfois ça peut être juste une colère, ça peut être juste une colère qui va passer et du coup il va être de nouveau dedans. Mais si réellement c'est fermé, c'est pas très bon signe. On peut rien faire. Mm. C'est-à-dire que si la définition de venir en couple, c'est que les deux aient envie qu'il se passe quelque chose. Même si au départ, comme je disais tout à l'heure, bon, chacun va être victime de l'autre. Oui, Mais faut rien alors, passer ce stade. alors, en tant que thérapeute, bien sûr qu'on va aller gratter tout ça, mais si la personne ne veut vraiment pas venir, c'est arrivé, hein, c'est arrivé où des gens traînent, Mm. c'est que c'est déjà un peu trop tard, quoi. Mais oui, Et oui. Et- moi je le vois aussi pas mal en entreprise où j'ai systématiquement quelqu'un dans une équipe envoie la faute à un collaborateur, voire au manager, quoi. C'est tout le malheur du monde qui lui arrive. C'est pas ma faute. C'est lui. Et qui veut pas sortir de ça, quoi. C'est vraiment terrible. Ouais, c'est compliqué. Parce que du coup, la personne est même bloquée sur le fait d'essayer d'avancer. Alors, soit des fois, il suffit de reconnaître la personne, c'est-à-dire la reconnaître dans le sens où la valoriser, Mm. reconnaître que oui, elle a bien bossé, alors peut-être dans l'entreprise, mais dans un couple aussi, reconnaître que oui, elle a fait des tas de choses, oui, effectivement, il s'est passé ça et ça, mais qu'à partir de maintenant, il va falloir y mettre chacun des ingrédients. Parce que finalement, le thérapeute voit des gens 1 heure, tous les 2, 3 semaines. Mm. C'est C'est vraiment ce que rien. les personnes y mettent et ce qu'ils continuent à y mettre dans les 2, 3 semaines, parce que s'ils y mettent rien, c'est pas en 1 heure de temps qu'on va résoudre le problème. Euh, pour continuer à avancer, mais c'est déjà arrivé, hein, où des gens sont vraiment fermés, ou des gens qui sont déjà partis dans une autre relation et viennent pour pas être le méchant et dire oui, vraiment, j'ai tout tenté. Mais ils sont déjà plus là. Ils sont déjà plus Ils là. sont plus dans la relation, ils ont plus envie ou alors ils veulent entendre qu'ils ont raison. Alors, c'est là où il y a peut-être une certaine cassure, j'ai envie de dire, avec l'entreprise. C'est que aujourd'hui, je trouve que c'est plus facile de se séparer de son conjoint ou de sa conjointe que pour un salarié de dire je change d'entreprise. Alors il y en a qui y arrivent très bien. J'ai Mm. quelques personnes en tête d'ailleurs, je crois qu'il nous regarde, donc je sais, il saura que je pense à lui, qui est capable de changer en 8 ans, 8 fois de travail. Mais aujourd'hui, moi j'ai plus souvent le cas, alors principalement des salariés, qui s'enferment dans un rôle en disant de toute façon tout le malheur c'est à cause de lui. Oui, mais je peux pas quitter mon travail. Mm. Et alors, tu en as peut-être aussi des conjoints qui veulent pas se séparer parce que si je me sépare, bah, j'ai plus de revenus ou ce genre de choses. Oui, Mais oui. moi, j'ai l'impression que c'est quand même plus plus enfermant dans l'entreprise ce rôle de victime que dans le couple, sauf si dans le couple tu reproduis un autre couple. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, dans le couple, on se sépare de son conjoint, mais on se sépare aussi d'une famille, on se sépare d'un rêve de vie, on se sépare de beaucoup de choses. On quitte pas seulement une chose, on quitte un rêve de vie, un mode de vie. Non, toi, tu disais que c'était c'est Plus facile de dans le quitter. cadre du couple, mais peut-être que j'ai tort. Hein, oui, je change avec toi. Non, pour non, c'est compliqué. C'est compliqué de quitter quelqu'un. C'est compliqué d'être quitté, mais de quitter quelqu'un, parce qu'en général, soit on quitte parce que l'autre a fait une faute, et dans ces cas-là, ben, c'est un peu plus facile. Mais si l'autre n'a rien fait et que juste on l'aime plus, c'est très difficile à l'admettre. C'est très difficile de passer pour excuse-moi l'expression, mais le salaud, quoi, hein, Ouais, oui, ou la salope. Mais c'est pour la méchante. pour la méchante. C'est très compliqué.
Et j'ai vu des personnes qui vraiment étaient au bout du bout. Ils ont mis 2, 3 ans avant de quitter leur compagnon. Hmm. Parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des biens communs, parce qu'il y a ce rêve de vie où on va casser la famille. Et la peur d'être seul. La peur d'être seul La peur aussi, d'être c'est une seul, oui, ça raison pour c'est quel... laquelle on reste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent, pour éviter d'être seuls, ils restent avec quelqu'un avec qui ils ne sont pas bien, plutôt que d'être en recherche d'une personne avec qui ils vont être bien. Hmm. Oui, Et ça, c'est vraiment un gros frein, un gros la frein. peur d'être seul. La Ouais, peur d'être ouais, seul, ouais. ouais. Donc non, non, c'est très dur de quitter quelqu'un. Ok. Alors, pour rebondir sur ça, j'ai Julie qui pose une question et qui nous dit, alors, est-ce que les hommes viennent-ils vraiment de Mars et les femmes de Vénus? Est-ce que tu veux répondre à cette question? Eh ben, écoute, oui, Julie, je suis un peu d'accord. On fonctionne très, très différemment. Alors, peut-être moins les nouvelles générations, mais les anciennes générations, on parle pas le même langage, et on a du mal à vraiment à se comprendre. Ouais, on fonctionne pas pareil. Alors, je fais une généralisation, hein, c'est pas, bien sûr, c'est pas tout le monde, mais globalement, on n'emploie pas le même langage, on fonctionne pas du tout pareil, on n'a pas les mêmes objectifs. Et d'ailleurs, en parlant de chef d'entreprise, moi, je vois la différence. Alors, j'ai pas que des chefs d'entreprise, hein, je suis pas Oui, oui. spécialisée comme toi, mais je vois vraiment la différence, par exemple, entre un chef d'entreprise homme et un chef d'entreprise femme. D'accord. C'est quoi la Euh, différence principale? bah, chef d'entreprise homme, sa priorité, c'est le travail. C'est le travail. Et annexe la famille. Il travaille pour sa famille, il aime sa femme. Pour une femme, elle est chef d'entreprise, mais elle va être mère, elle va être femme, et elle va avoir plusieurs casquettes. Et alors, bon, là, c'est un parti pris un petit peu, mais une charge mentale plus importante. Parce que souvent, l'homme chef d'entreprise se décharge à la maison de certaines tâches. Encore une fois, je généralise. Je suis désolée, c'est pas tout le monde. C'est ce que je peux constater et qui est quand même souvent. Et je parle pas, les nouvelles générations, c'est différent parce que finalement, les codes sont différents. Les femmes Oui. ont, les femmes sont plus comme les femmes de ma génération. Elles sont quand même beaucoup plus individualistes et les hommes sont plutôt en perte de repères. Je parle des moins de 30 ans. Dans les générations 40, 50, 60 ans, il y a quand même ce rôle où la femme chef d'entreprise reste aussi mère et Chef de maison. chef de maison. Elle a plusieurs casquettes et c'est plus compliqué. Euh, Je suis désolée pour les hommes. Ouais, alors je suis assez d'accord tout en prenant mon exemple Mm. à l'inverse parce que Julie, pour te répondre, moi je suis un homme qui vient de Vénus et ma femme vient de Mars. Donc on a un petit peu un mode de fonctionnement, alors pas inversé, mais avec cette tendance justement à avoir, bah, par exemple, moi je travaille de la maison et je sais que je m'occupe aussi de la maison. Je dis pas que ma femme s'en occupe pas du tout. Mais on a des rôles où les lignes sont déjà un petit peu floutées. Tu vois, tu parlais de nouvelle génération, donc peut-être que du haut de mes 41 ans, on fait partie de la nouvelle Mm, génération. possible. Mais dans tous les cas, voilà, il y a ce côté un petit peu différent. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on en parlait le mois dernier avec Emmanuel, donc que j'ai interviewé Oui. le mois dernier, Oui, et qui elle justement disait qu'en effet, elle accompagne beaucoup les femmes dans la création d'entreprise ou en tant que chef d'entreprise, et qu'elle disait c'est vraiment quelque chose qu'il faut poser. C'est dans ton entreprise comment tu intègres ta vie de famille. et oui. Voilà. Je pense que je sais pas si les hommes chefs d'entreprise font la même chose. Je sais pas si c'est le cas. Moi, c'est mon cas Mm. parce que, alors pour faire une petite parenthèse. Moi, quand j'ai créé mon entreprise, mon idée, c'était pas de gagner plus d'argent, c'était d'avoir plus de temps. Eh oui. Euh, Mais oui, mais voilà. oui. Moi, mon idée, c'est que la vie est un jeu et j'ai pas envie de jouer à me faire du mal. Donc, je veux vraiment profiter de ma vie. Et le fait d'avoir du temps, pour moi, était un meilleur salaire que d'avoir des euros sur un compte. Parce que tu as priorisé ça. J'ai priorisé ça, voilà, exactement. Je sais que c'est pas une généralité pour le Mm. coup, Mm. que je suis pas Le standard. dans le standard masculin, mais voilà, dans tous les cas, me concernant, c'était en effet un petit peu Eh oui. différent dans la création de l'entreprise. Mm. Euh,
Il y a Emmeline qui dit parfois les couples, les hommes viennent de Vénus et les femmes de Mars. Ah Oui, ouais, voilà, bah, c'est ce que je viens de c'est ce que dire. tu viens de dire. C'est ce que tu Exactement. viens de dire. Oui, 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 soit c'est très caricatural ce que j'ai posé, hein. Mais oui, mais c'est vrai que c'est le cas. Alors bien sûr, hein, et surtout dans notre métier, on a toujours tendance à dire, voilà, on pose une affirmation. Oui, on sait que c'est pas 100% vrai. C'est Non, pas ce qu'on non. cherche, mais ça donne une espèce de tendance dans ce qu'on observe. Voilà, hein, on fait un métier empirique, donc on fait une généralité forcément. De toute façon, l'être humain fait généralement ce genre de Mm. généralité. Euh, Oui, puis on peut pas faire du cas par cas. voilà, Ouais, c'est eh ça. ben, Ça veut pas dire que c'est le cas de tout le monde, non, et non, j'ai bien presque sûr, envie de dire bien sûr. heureusement. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure. On va revenir sur les blessures de l'enfance, si tu es d'accord. La blessure de trahison, on en a un petit peu parlé déjà. Ça crée souvent, moi, ce que je vois dans l'entreprise, c'est que ça crée un espèce de, je sais pas comment dire, un logiciel de méfiance. Ah Tu oui. vois, Ah bah c'est, bien hop sûr. là, voilà, c'est la surveillance, tu vois. Au travail, ça donne quelqu'un qui délègue avec une laisse hyper courte. C'est, hop là, tu vas pas loin. Et alors, il y a la peur, soit d'être déçu, soit d'être dépassé Mhm. par celui Mhm. qui est à côté. Comment dans le couple cette peur d'être trahi impacte-t-elle la liberté qu'on laisse à l'autre? Mhm. Vous avez 2 heures. Alors, je tiens quand même à préciser que Gaël n'a pas voulu me donner ces questions à l'avance. Lui, il a eu le temps d'y réfléchir, mais pas moi. Je Voilà, réfléchis pas donc aux c'est pas réponses. grave. Ben, la blessure de trahison dans un couple, ça va se révéler beaucoup par la jalousie. Hmm. Donc, je contrôle le téléphone de l'autre, je surveille l'autre. Ça va beaucoup jouer là-dessus. Ouais. Là-dessus. Et revenir au contrôlant, c'est-à-dire que Ce qu'on disait tout à pour l'heure. être sûr que tout soit bien fait, je préfère le faire, je vais avoir la main mise un petit peu sur tout. Je ferai mieux. Ouais, ouais. Et comment, du coup, tu peux aider à vivre une relation apaisée quand intérieurement, il y a un programme qui surveille tous les arrières de la relation? Et encore une fois, c'est démanteler ce programme. Hmm. C'est-à-dire que c'est vraiment aller travailler sur ces blessures, comment elles se sont mises en place, c'est quoi, encore une fois, les croyances qu'il y a derrière ces programmes-là. Alors, pour parler de croyances, c'est affirmation qu'on pense vraie, hein. Voilà, je remets la Oui, oui. définition. Et on, on a des croyances sur tout, sur comment on doit élever les enfants, comment on doit aller travailler, comment je dois décorer une pièce. On a des croyances sur tout. Ces croyances, elles se mettent en place en fonction de notre éducation, en fonction de notre expérience, et on va les généraliser. Quand on a une croyance, on va faire toujours en sorte que cette croyance soit vraie. C'est-à-dire qu'on va avoir un prisme déformant Hmm. qui fait qu'on va toujours aller regarder ce qui va satisfaire notre croyance, même si c'est une croyance qui est limitante. Donc, ça va être déjà d'identifier les croyances. Je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que je crois des hommes? Qu'est-ce que je crois des femmes? En général, qu'est-ce que je crois du couple? Et vous allez voir que, qu'est-ce que je crois du couple? Vous allez sortir peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, mais que vous vivez quand même au quotidien, parce que finalement, on va les mettre en œuvre, quoi. Ouais. Moi, ce que je dis très souvent comme exemple, c'est, pour reprendre l'histoire du couple, je vais faire un parallèle. Je prends pas cet exemple-là, mais là, je vais prendre pour le couple. Si moi, en tant qu'homme, je suis persuadé que à chaque fois que je rencontre une femme, elle va générer du malheur pour moi, je vais en avoir la preuve Bien sûr, tous les jours. tous les jours. Voilà. Et je vais systématiquement faire un focus Mmh. sur, ah bah là, tu vois, c'est encore la femme qui est responsable du malheur. Ah bah là aussi. Ah bah là aussi. Alors, pour la petite anecdote, dans ma famille, c'est l'inverse. Et les hommes sont responsables du malheur. Donc, il m'a fallu beaucoup de travail pour sortir de ça. Bien sûr. Parce que dans ma famille, c'était le cas. Les hommes étaient des traîtres, étaient des gens qui Donc toi, abandonnaient. c'est une croyance qui t'a été donnée Mm. Par la famille. par la famille. Mm. Donc on hérite aussi des croyances des autres C'est ça. et qui nous appartiennent pas, mais qu'on va faire sienne puisqu'on est toujours en loyauté de toute manière avec sa famille, Sa son famille. clan d'origine, et on va effectivement voir la vie telle qu'on croit qu'elle est. Mm. Donc, si je crois que dans la vie, j'ai que des problèmes, je vais me dire, oh là là, tout à l'heure, j'ai eu un embouteillage, et puis ma machine à laver, elle est tombée en panne, et puis machin. Si je crois que la vie est solution,
bah, je vais voir la vie en disant que des solutions. Ouais. Et rebondir. Ouais. Donc, on est responsable de nos pensées, de nos croyances. On est finalement, on a un grand pouvoir sur nous-mêmes. Maintenant, il faut aussi reconnaître nos croyances limitantes, nos croyances aidantes, celles-là, on les touche pas, mais surtout nos croyances limitantes, quoi. Ouais. Et c'est, comme disait l'autre, tout le monde savait que c'était impossible. Un jour, un inconnu est arrivé, lui ne savait pas, et il l'a fait. Parce qu'il a cru qu'il pouvait le faire. Alors, c'est une citation que peut-être vous connaissez, mais par contre, il y a une application directe qui a été mise en évidence pour la course du 100 mètres. Des médecins avaient décrété que de toute façon, c'était physiologiquement et physiquement, anatomiquement impossible de faire moins que, je sais plus si c'est 10 secondes ou 9 secondes, je crois que c'est 10 secondes le 100 mètres. C'était physiquement impossible. Et ce record-là est resté très très longtemps invaincu. Et un jour, il y a quelqu'un qui l'a battu. Le jour où cette personne l'a battu, dans l'année, il y a eu 15 personnes qui l'ont battu. Parce que c'était limitant dans la tête. Dans la tête. Bien sûr. Et si je crois que j'y arrive pas, j'y arriverai pas. Et si je crois que le couple est voué à l'échec, il sera voué à l'échec. Il sera voué à l'échec. Je vous invite à aller voir cette affirmation que je viens de faire parce qu'elle est trouvable sur Internet. Liliane dit question qui n'était pas facile et nous sommes le chef d'orchestre. Exactement, Liliane. C'est vrai. Alors, je vais rebondir sur la deuxième. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y en a 5 des blessures, mais j'en vois vraiment principalement deux sur les chefs d'entreprise et sur les leaders. Donc, c'est pour ça que je fais un focus sur ces deux-là. La trahison, on l'a vu, et je vais parler un petit peu de l'injustice et de la rigidité parce que c'est vraiment des postures de chef, encore une fois. Moi, je rencontre des dirigeants qui s'imposent cette discipline de faire, ce perfectionnisme constant pour ne jamais être en tort ou ne jamais être injuste. Comment ça se passe quand tu vois cette même exigence dévastatrice au sein du groupe? Ça se passe que la vie est difficile pour l'autre, et pour celui qui la porte aussi cette injustice, parce que ça va se traduire par un perfectionnisme à tout prix. Donc du coup, la moindre erreur est sanctionnée, et puis ça va se traduire par un comptage de moi je suis allé vers toi, mais toi t'es pas venu vers moi. Collection de timbres. Ouais, c'est ça. Donc c'est très compliqué à vivre quelqu'un qui est vraiment dans cette blessure d'injustice. Alors quand on a une blessure, elle ne s'active qu'à certains moments. On n'est pas tout le temps là-dedans. Heureusement. Heureusement, oui. Heureusement. Mais effectivement, là encore, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, d'où elle vient, pourquoi elle s'est mise en place et comment on fait pour l'adoucir. Je suis pas sûre qu'elle parte complètement, mais on peut l'adoucir. Et là, pour le coup, la PNL a vraiment des outils qu'on appelle restructuration d'histoire de vie, réimprinting, enfin bon, il y a les noms, le jargon, qui permet de casser ça. Moi, j'aime bien le terme de soigner parce que c'est une blessure et en fait, je prends souvent le parallèle physique, c'est-à-dire que si on a une blessure et que on fait pas venir l'infirmier et que c'est une plaie ouverte, eh ben on va passer son temps à la protéger. Et en fait, c'est ça la réaction de la blessure, c'est qu'en fait, la blessure d'injustice, je suis blessé à l'injustice au bras. Dès qu'il y a quelqu'un qui pourra me faire mal, je vais la protéger. Et c'est là où on est dans la réaction. L'injustice, on voit beaucoup de colère d'ailleurs sur cette blessure. Colère froide. Une colère froide, donc il va y avoir de la surréaction dès que la personne va pouvoir s'approcher et montrer que tu peux avoir tort. Donc là, c'est injuste. Et en fait, comme pour une blessure physique, ça se soigne. Et donc, le soigner. Oui. Le soigner. Le soigner, oui, voilà. Donc, ouais, elle est facile. Oui, elle est facile, mais c'est prendre le temps d'aller chercher. Et très souvent, pour une blessure physique, le soin fait mal. Si vous avez déjà vécu une grosse cicatrice où vous avez besoin de faire venir un infirmier une fois tous les 2 jours, 3 jours, qui enlève le pansement, qui nettoie la plaie, qui remet un pansement, ça fait mal. C'est douloureux. Et ben, c'est ça qu'on a tendance à refuser de faire dans le règlement de ces blessures, c'est d'aller en prendre soin. Mais déjà d'en prendre conscience, parce qu'on n'a pas conscience finalement de notre fonctionnement globalement.
on agit, réagit, on surréagit, mais finalement sans connaître les ficelles de ce qu'il y a derrière, de quoi. ce qu'il y a derrière. Et des fois, on est juste la marionnette Mm. d'un système, hein. Donc, prenez conscience de qu'est-ce qui vous fait mal, sur quoi vous réagissez et qu'est-ce que vous croyez de cette situation. Mm. Alors, qu'est-ce qu'entendrait, moi je le vois dans l'entreprise, mais justement dans le couple, qu'est-ce qu'entendrait une personne qui a une blessure d'injustice dont il n'a absolument pas conscience, pas confiance, de la part de son conjoint? Son conjoint lui dirait quoi si s'il était tout le temps dans l'injustice? Justement pour qu'on Mmh. prenne conscience. Je sais pas si le conjoint est conscient de ça non plus. Le conjoint, juste, il vit la chose et il se la prend et rentre dans la colère et on rentre dans un système. Mm. En fait, c'est qu'est-ce Euh, que vit le conjoint? Qu'est-ce qui est difficile pour le conjoint à vivre lorsqu'on a une blessure d'injustice? c'est un parti pris. C'est-à-dire que du coup, il y a pas de dialogue possible, en Il fait. n'y a pas de dialogue. Non, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Mm. C'est plus ça. Ouais, il faut que ce soit fait comme Oui, ça, c'est moi qui ai raison. parce que quand la blessure s'active, c'est une surréaction. Mm. Donc, il peut pas y avoir de dialogue à ce moment-là. Oui. Après, le conjoint peut revenir dessus, mais bon, ça demande d'avoir un peu pratiqué de la communication non violente. Ça demande aussi au conjoint d'être très très à l'écoute et pas dans le reproche, de dire les choses posément. Donc, ça lui demande quand même des capacités qui sont pas forcément là tout de suite. Et pour revenir dessus et voir ce qui s'est joué à ce moment-là. Je vois là du coin de l'œil, il y a une question de Julie que je trouve assez intéressante. Alors, je vais te laisser y répondre parce que j'ai mon avis aussi sur cette question. Les blessures responsables viennent toujours de l'enfance? Point d'interrogation. Oui, bah oui. Alors, ça peut sembler très freudien hein, comme Mmh. réponse, hein, mais oui, en fait, si je vous invite d'ailleurs à lire ce livre, moi ça a été mon démarrage dans le développement personnel. C'est les 5 blessures de Lise Bourbeau. D'ailleurs, Mmh. je fais un atelier dans moins de 10 jours sur ce thème-là, euh, sur les 5 blessures de Ouais, l'enfance. Et donc, le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'enfance qui empêchent d'être soi, c'est le titre complet, euh, elles sont installées avant 3 ans, quoi. oui, Et en fait, c'est pas tant le fait de dire c'est le petit enfant qui a été blessé, c'est le fait de dire que on est allé valider un schéma à l'enfance et on le répète et on le répète et on le répète parce que on a interprété quelque chose dans l'enfance. Donc c'est pas tant de dire c'est la faute de nos parents ou c'est quelque chose qui s'est ouais, installé dans l'enfance. Oui, ça s'est installé dans l'enfance, ça veut pas dire qu'on peut pas le guérir en étant adulte. oui. Et c'est important aussi de déresponsabiliser parfois les parents parce qu'ils ont le bon dos parce qu'en même temps, l'enfant, du haut de ses 2 ans, 3 ans, donc il connaît pas forcément grand-chose, voir quelque chose, entendre quelque chose et il va en déduire de là où il en est au niveau cognitif, c'est-à-dire que c'est pas forcément beaucoup, il va en déduire quelque chose qui pour lui va devenir une vérité et qu'il va reproduire. Je peux prendre un exemple. Oui, vas-y, vas-y. Par exemple, l'enfant a 3 ans, il a son frère de 10 ans qui a le droit de regarder la télé jusqu'à 20h30 et lui, à 19h, on lui dit: «Allez, va au lit», tout ça. Et il va dire, «Mon frère, il a le droit de rester. Moi, je suis obligé d'aller me coucher. C'est pas juste. C'est pas juste. Et papa m'aime pas. Ou maman m'aime pas». Et ce papa ou maman m'aime pas va être validé parce que un jour, il aura 2 morceaux de viande et le frère en aura 3. Et parce que maman, elle fera 3 bisous et moi, j'en aurai que 2. Mm. Mais inversement, quand moi j'aurai 3 bisous et l'autre en aura que 2, je le Je verrai verrai pas. pas. C'est-à-dire que l'enfant, indépendamment de ce que le parent y met, va avoir une perception des choses qui est fausse. Mm. Et ça, on le voit souvent, où des croyances se mettent en place très petits, mais sur des choses qui existent même pas. Mm. Et d'ailleurs, on en revient sur ce que tu disais tout à l'heure sur les croyances, qui en fait, bah, liées à la blessure d'injustice. Comme je crois que papa ou maman m'aiment pas, je vais systématiquement me souvenir ou remarquer les moments où ça vient valider mon système de pensée. Et donc, les 3 bisous au lieu de 2, je vais le retenir.
Par contre, que Mmh. papa m'emmène à Disney alors que mon grand frère il y va pas, je vais pas le retenir. Et oui, parce qu'on valide toujours ce que l'on croit. Mm. Et du coup, pareil dans un couple, c'est-à-dire que je vais valider le fait que moi je donne, je donne, je donne, mais quand l'autre donne, je le vois pas. Mm. Eh oui. Ça peut être ça. Donc, c'était la réponse longue à ta question courte. Oui, ça vient toujours de l'enfance. Euh, on va sortir un petit peu des blessures. Je vois que ça fait quand même un moment qu'on parle. Euh, on- j'ai envie de parler un petit peu de ce côté, ce qu'on appelle la quête de sens. Moi, sur les chefs d'entreprise, t'en parlais aussi tout à l'heure, on entend souvent le fait de dire, bah, moi, si je travaille, c'est pour ma famille, c'est pour mes enfants, c'est pour ma femme, etc. Je fais tout ça pour eux, comme pour justifier, tu vois, une espèce. Alors, encore une fois, sans faire de généralité, c'est plutôt masculin comme de fonctionnement, mais ça justifie un petit peu une absence ou un épuisement, etc. Et de ton côté, comment tu perçois justement les personnes qui cherchent à combler ce, ce manque de reconnaissance? Comment tu les vois dans le couple, dans le cadre du couple? Là, il va être sans cesse en quête de demandes, de compliments, d'attention, de le besoin de briller, le besoin de prendre toute la place, de parler fort, de, de montrer qu'elles ont fait ci, qu'elles ont fait là. Ça va se traduire de cette façon. Et qu'est-ce qui fait que ça devient difficile pour le conjoint, du coup, ce type de fonctionnement? Ah bah, c'est que l'autre n'existe plus, quoi. À un moment donné, l'autre n'a plus de place. Puis c'est fatigant, une personne qui a toujours besoin d'être validée, qui a toujours besoin d'être reconnue, c'est très fatigant à vivre. À vivre pour l'entourage, hein, même pour les amis parfois, hein. Ça peut être fatigant, quelqu'un qui prend toujours toute la place, qui a raison sur tout, qui est le centre. Oui, le centre Mmh. d'attention. Ouais, donc du coup, ça prend toute la place. Ça Et le prend toute la conjoint place. à côté, Donc le conjoint, 3 phases. Le conjoint dit les choses. Alors tant que le conjoint dit, c'est bon signe, c'est qu'il a espoir que ça puisse s'améliorer. Deuxième phase, rancœur, frustration. Le conjoint ne dit plus, et là en général c'est mauvais signe. Et souvent, alors là, les hommes ne voient cette phase-là comme oh ben ça y est, elle s'est calmée, ouf, voilà. Et non, pas du tout. C'est très mauvais signe. Et la troisième phase, c'est la séparation. hmm, ouais. C'est marrant parce que la deuxième phase, ça me fait penser à l'arrêté d'être hystérique. Hein, parce qu'on en Oui, revient c'est sur. ça, Oui, voilà. c'est ça, Elle fait plus sa folle et puis c'est ça y est, je ça, peux enfin être tranquille. c'est ça. Hmm. Souvent, alors ce que je constate chez les hommes, c'est qu'ils sont très surpris quand la femme les quitte. Hmm. Ils l'ont pas vu, Ils l'ont pas vu. ils l'ont pas vu. Tu le constates que dans ce sens-là, Ouais. homme-femme? Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les chiffres, 75% ce sont les femmes qui demandent le divorce. Alors on a les chiffres parce que c'est le divorce et que c'est acté. Ouais. Je parle pas D'autres d'autres séparations. séparations, mais c'est quand même 75% du temps, c'est les femmes qui demandent la séparation. Ouais, c'est fou, hein. Donc ouais, il y a ce mal-être. Moi, ce que je croise très souvent, c'est un problème de communication lié à monsieur, il parle pas. Pour rester un petit peu dans le sexisme en disant les Mmh. hommes et les femmes sont différents. Moi, je rencontre très souvent des personnes qui me disent mon mari parle pas. Et à l'inverse, les hommes qui me disent ma femme parle trop. Ben, là encore, pour rejoindre Mars et Vénus, c'est-à-dire que en tant que femme, nous, on a besoin de parler dans l'émotionnel. Mm. On a besoin de partager notre ressenti. Et souvent, les hommes sont beaucoup plus dans le faire. J'ai fait ça, j'ai fait ci, et pour eux, ça justifie beaucoup de choses. Donc c'est là aussi un problème de Le langage, langage. de langage. Et souvent, les femmes attendent de l'homme qui se livre sur qu'est-ce qu'il pense et comment ça se passe, etc. Et les hommes sont pas du tout câblés comme ça. Mm. Et c'est un vrai effort. Alors encore une fois, nouveaux hommes le deviennent. Globalement, ça reste marginal. Encore une fois, dans mon expérience Ouais, ouais, professionnelle, hein, je généralise pas. dans ton cabinet. Ouais, dans mon cabinet, ouais. Moi, ce que je constate, c'est vraiment ce côté. Euh,
je sais pas comment le poser. Les hommes vont être systématiquement dans un petit peu ce rapport de force à dire que oui, en effet, il y a un côté faire, mais au-delà du côté faire, il y a un côté de toute façon, je veux montrer que je suis fort. Aussi, bien sûr, ça rejoint ce qu'on disait tout Voilà à ce qu'on l'heure, dit. hein, la difficulté des émotions. Voilà. Et l'absence de vulnérabilité Mhm. que on a soulevé tout à l'heure, alors que beaucoup de femmes, beaucoup, pas toutes, ne sont pas là-dedans, en disant que oui, bah au contraire, si je partage mes émotions, ça montre ma force. Bien sûr, bien sûr. Parce que le partage pour une femme est peut-être plus importante à ce Mm. niveau-là. Euh, en tant que femme, et encore une fois, je généralise, lorsqu'on parle, on parle pour parler. On va pas attendre de solution. On va parler, ça nous permet d'exposer notre pensée et du coup de trouver notre propre solution. Souvent, l'homme va dire, oui, mais tu devrais faire ci, oui, mais tu devrais faire ça. On se sent pas entendu en tant que femme, et l'homme dit, non, après toutes les solutions que je lui ai données, elle est pas encore contente. Alors que les hommes, à l'inverse, lorsqu'il y a un souci, ils vont plutôt se mettre, ce qu'on dit, hein, dans la caverne. Surtout, il faut pas leur parler. Et nous, on est très chiante, hein, on va dire, ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me parles pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et une fois que l'homme a trouvé sa solution, ça y est, Ça y hop, est, et il on peut fait. partir, il va dire, bah, dis donc, tu sais ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé ça, mais je l'ai résolu comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça, c'est vraiment aussi une grosse différence homme-femme. Et ça a sauvé des couples de savoir ça. C'est-à-dire que quand j'explique à un homme qu'il n'a pas besoin de trouver des solutions et qu'il a juste à dire mais oui ma chérie, bon, avec un peu de conviction quand même, hein, Ouais, mais juste acquiescer et dire oui bah juste ouais, écouter. juste écouter, ça suffit. C'est la femme se sent entendue. Mm. Et nous, ben, il faut pas aller gratter non plus qu'est-ce qu'il y a et pourquoi et machin. Donc il faut aussi respecter comment chacun en fonctionne. Ouais. On peut pas demander à un homme de fonctionner comme une femme et inversement, même si aujourd'hui on a tendance à unifier, à uniformiser un petit peu tout. Non, il y a des différences quand même. Il y a des différences. Et puis, encore une fois, la joie Emeline qui met mon mari parle trop, nous sommes des marginaux. Euh, il y a un côté, de toute façon, compréhension et respect de qui est la personne en face. Mm. Même si l'homme n'est pas un homme comme les autres et la femme n'est pas une femme comme les autres, Il y a quand voilà. même un mode d'emploi chacun. On a un mode d'emploi chacun qui peut être individuel et arriver à comprendre quelle est la Mm. personne avec laquelle je vis. C'est ça. Et non pas comme je voudrais qu'elle soit. Qui est très tentant parfois, hein. Bon, ça marche pas. Je ne peux avoir un objectif que pour moi-même. Que pour moi-même. Et donc ça, bah, pareil, ça se retrouve en entreprise où j'ai des chefs d'entreprise qui viennent me voir en me disant ouais mais lui il est pas comme ça. Et oui mais Mm. c'est ton collaborateur et il est comme ça donc comment tu peux faire pour travailler avec lui alors que bah oui il est plus expansif que toi, oui il met plus de temps pour travailler sur certaines tâches. Si c'est toi le manager, mets-le sur les tâches où justement tu sais qu'il est bon. Bien Et sûr. puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la Plutôt que de vouloir, diversité qui fait que ça fonctionne. le faire forcément fonctionner sur une tâche sur laquelle tu sais que bah, l'autre à côté il est moins temps. On unit les forces. Voilà, Mm. on donne des forces. Alors, vers la clarté, là on va rentrer dans la partie que je préfère parce que tu sais que Mm. moi je suis très orienté sur le jeu. Je considère Mm. que la vie est un jeu, c'est mon leitmotiv. Et moi, en fait, dans mon accompagnement de leader, en fait, je cherche vraiment à amener une clarté et retrouver ce jeu. Jeu, J-E-U, hein. Le plaisir. Le plaisir, voilà. Euh, qu'il soit le même homme, puissant et aligné, peu importe le contexte. C'est vraiment mon objectif quand je fais les accompagnements. Selon toi, est-ce qu'un homme ou une femme peut réellement s'épanouir publiquement si son jardin secret est en friche? Oula, attends, tu peux me le traduire? Ouais, je te la refais, je te la refais. En fait, en gros, c'est est-ce que à l'extérieur, est-ce que dans le cadre professionnel ou dans le cadre social, quelqu'un peut être épanoui alors que bah, dans le cadre privé, au sein du couple, ça marche pas. La scission est compliquée, c'est-à-dire que j'en suis pas convaincue. Peut-être certaines personnes y arrivent, mais si dans le couple est harmonieux, ça devient un socle
de sécurité, d'affection, c'est vraiment un socle sur lequel je peux me reposer. Je suis dégagée mentalement de problèmes. Mm. Donc, je peux m'épanouir aussi dans ma vie professionnelle. Maintenant, si à la maison, c'est le feu, je vais être polluée par forcément par l'insécurité, par tout ce qui peut se passer. Et dans ma vie professionnelle, je peux scinder, mais c'est pas complètement étanche. Mm. Donc, je vais avoir peut-être des réactions, des surréactions qui vont être dues à ce que je vis, à la À maison. la maison. Ouais. Donc, je pense pas qu'on puisse être euh, pleinement épanoui. On peut être épanoui dans un domaine. En tant qu'individu, on peut pas être pleinement épanoui s'il y a un domaine qui pêche. Et du coup, est-ce que soigner son lien à l'autre, c'est finalement la clé de toute réussite? Ah bah oui, Mm. c'est oui, C'est la clé. oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, ouais, c'est quoi soigner son lien à l'autre? Bah, quand je parle du lien à l'autre, je parle forcément de la relation de couple. Oui, bah oui, Mais oui, soigner son lien à l'autre, c'est à quel point il est possible justement de d'être heureux, épanoui, si je prends vraiment soin de comment ça se passe dans mon couple, en fait. bien sûr, bien sûr. Mais d'abord, je prends soin de moi. Hmm. Avant de pouvoir prendre soin de l'autre, parce que je peux pas prendre soin de l'autre si je suis moi-même euh, complètement désorganisée dans ma tête et dans mon cœur. Oui, Donc c'est d'abord on prend soin de soi. soit d'abord les autres. Et oui, parce que sinon je vais être dépendante de l'autre. Hmm. Mon bonheur va dépendre de l'autre déjà, et je vais attendre de l'autre qui m'amène ce que moi j'ai besoin. Donc c'est d'abord je m'amène moi ce dont j'ai besoin, et après je peux aller vers l'autre. Hmm. Et oui, et donc la réponse après oui. Après, oui. Une petite réaction de Julie qui dit que les femmes pensent souvent que la télépathie, ça marche, mais en fait, non. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la grande illusion, c'est qu'il n'y a pas de boule de cristal. Et on présuppose, Hmm. on en fait une affaire personnelle, et on présuppose des choses Parce qui que sont complètement fausses. si tu m'aimais, tu saurais ce que je pense. Exactement. Voilà. Et c'est la grande illusion de l'amour, hein, où les rôles, finalement, c'est des rôles implicites. C'est pas des rôles dans une entreprise. On a un cahier des charges, enfin, on a une fiche de poste, on a une mission, on sait pourquoi on est là, etc. Et effectivement, dans un couple, le rôle qu'on a, il est intuitif, il est flou. Hmm. On pense que l'autre, c'est bien pour lui, etc., selon nos critères, évidemment. Donc, selon mes critères, je pense que c'est bien qu'il se passe ça, ça et ça. Mais l'autre, finalement, on n'en sait rien et on lui pose pas la question. Donc, oui, il n'y a pas de boule de cristal. Là aussi, la différence homme-femme, c'est que en tant que femme, nous, on parle beaucoup en indirect. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'ils comprennent rien. C'est-à-dire que on va suggérer, alors je ne sais pas si mes enfants écoutent, mais ils vont bien rigoler parce que je le fais beaucoup. Mais on va suggérer quelque chose en imaginant que l'autre comprend exactement ce qu'on veut. Hmm. Un homme va être plus cash dans sa demande. Il va faire une vraie demande. Mais nous, mesdames, ils comprennent pas quand on parle en indirect. On a beaucoup de chances de ne pas être satisfait. C'est ça. Oui. Enfin, tu es d'accord? Ah, mais complètement, je le vois. Alors ça, pour le coup, je le vois Là, vous êtes et- ouais, là-dessus, on y là-dessus, est. vous Ouais, êtes. ouais, là-dessus, on y est. Et alors, en plus, moi, j'ai été élevé par deux femmes et je l'ai beaucoup vu avec ma grand-mère. Alors qui, elle, pour le coup, en plus, elle est née en 1921, donc tu vois le bagage Ouais, ouais. qu'il pouvait y avoir. Il y a une certaine Émilie qui vient de faire un petit smiley. C'est ma fille. Et justement, ma grand-mère qui avait cette incapacité à demander directement Bien quelque sûr. chose. Et j'ai encore l'image de ma grand-mère. Alors, ma grand-mère s'asseyait à table avec moi et ma mère arrivait après une fois qu'elle nous avait servi. J'étais jeune, hein. Et en fait, ma mère s'assoit, on commence à manger et ma grand-mère ne bouge pas. En fait, elle avait pas de fourchette. Mais elle le demande pas. Mais elle le demande pas. Et elle faisait
tout pour faire comprendre qu'elle avait pas de fourchette. Mmh. Mais elle n'aurait pas demandé la fourchette. Mais ça, c'est très historique, hein. Si on reprend le rôle de la femme dans la société, il faut pas oublier que le droit de vote, c'est en 45 ou 47, 1900. Enfin, je veux dire, nos droits ne sont là que depuis peu. Ouais. Du coup, on était plutôt dans un rôle où il fallait se taire. Donc, il fallait bien biaiser pour se faire comprendre. Et ça se transmet de mère en fille, ce genre de choses. Oui. Chose qui va être peut-être cassée là dans les futures générations, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est encore beaucoup dans l'indirect. Et oui, j'espère en effet. Ouais. Parce que c'est pas facile de comprendre quand il n'y a pas de demande en fait, hein, Bah, c'est une demande, mais qui est implicite. implicite. Mm, Voilà. mm, mm. Ah, tu sors pas le chien? Voilà, c'est ça. T'as pas soif? T'as pas soif? Parce que moi, j'ai soif. Je vais arriver sur ma dernière question parce qu'en fait, ça y est, ça fait presque 1 heure et demie qu'on est ensemble. En bonne compagnie, ça passe Voilà, vite, non? ça passe vite, hein, exactement. En fait, si on considère que chaque interaction est une partie que l'on peut choisir de gagner ensemble ou de perdre seul. J'aime bien cette phrase. J'ai mis le temps avec. Ouais, vas-y, vas-y. Sonia, du coup, pour conclure, quelle serait ta règle d'or pour qu'un homme ou une femme reprenne le plaisir du jeu dans son couple dès ce soir? En fait, c'est quel serait le conseil que tu donnerais là sur 1 heure et demie d'interview qu'on a passé ensemble? C'est Venez sympa donner comme un question. tips. Voilà. Puis je la pose à tout le monde. Hein, Ah, tu es ma 3e interview ok. et je l'ai faite à chaque fois celle-là, Mm. histoire de bien vous. Histoire de bien mettre la pression. C'est ça, voilà. Quel est le conseil que tu donnerais pour les personnes qui nous écoutent? Communiquer vrai. Communiquer vrai. Euh, aller valoriser l'autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se pose et on se dit 3 choses qu'on a aimées chez l'autre. J'ai bien aimé quand tu m'as souri, j'ai bien aimé quand tu as mis la main dans les cheveux. Trois, 3 choses qui vont être positives. Et l'autre, à son tour, dit 3 choses positives. Ce qui fait que ça déclenche quelque chose qui va être une communication vraiment de cœur à cœur et qui va déboucher sur une autre communication. Et c'est se souvenir de pourquoi on est ensemble et où on veut aller, quoi. C'est tellement Mais la communication, le respect, l'humour, c'est important aussi, hein, parce que ça permet de dédramatiser. C'est vraiment enfin, c'est très basique ce que je dis, mais c'est vraiment des clés. important. Le respect, l'admiration, admirer l'autre aussi. Euh, Voilà, ne pas oublier pourquoi un jour on a été attiré par cette personne et du coup valoriser aussi ses points forts. Ça semble évident Ah, complètement, et pourtant, tellement peu de personnes le font. on l'oublie. On a tendance à l'oublier. Il y a Christelle qui vient de dire je le note. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, ces 3 petits moments, enfin, idéalement, ça serait bien au moins toutes les semaines de se prendre un temps et de dire voilà, aujourd'hui, bah, ce que j'ai bien aimé, c'est il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mais vraiment, ça déclenche quelque chose d'authentique. Oui. Enfin, on n'est plus dans une communication, passe-moi le sel, t'as vu, il pleut. On rentre dans quelque chose de plus intime. Ouais. Et ce qu'on fait au début, Mm. dans la relation, hein, on se parle Inconsciemment. pendant des heures, puis après on oublie. Et c'est ces petits trucs qu'on perd qui fait qu'on a tendance à s'éloigner. Ouais. Alors, pour finir de rebondir, parce que l'idée c'était un peu de voir les parallèles entre entreprise et vie de couple, je crois qu'en coaching d'équipe, c'est l'exercice, enfin l'atelier que je fais systématiquement. C'est-à-dire aller reconnecter. Qu'est-ce qui fait que ce collaborateur-là ou la personne qui travaille avec moi, mon associé, il a telle ou telle qualité, tel ou tel aspect positif. C'est tellement essentiel parce qu'on a cette espèce de fausse croyance en France que en fait on ne parle que quand ça va pas. Si on ne dit rien, c'est que tout va bien. En fait, si tout va bien, faut le dire Et oui, mais on oublie. et on oublie. On oublie de le dire et puis parfois même c'est vu encore une fois comme une faiblesse presque, comme l'autre est mieux que moi. Moi, ou je te Ou- brosse dans le sens du poil, c'est peut-être ça. tu vas vouloir quelque chose de moi. Qu'est-ce qu'on se met comme limite? Soyons simples,
Soyons vrais. soyons vrais et juste Mmh. de la communication bienveillante Et oui, avec justement du positif. Voilà. ouais, Mettre du positif, que ce soit dans la vie d'entreprise ou dans la vie de couple, c'est tellement important. je te rejoins. Je partage, je partage. Ouais, Ouais, merci. On a Liliane qui nous dit bravo à tous les deux et merci pour ce ah, partage. merci à toi, Liliane. Voilà. C'est gentil. Emeline qui met l'acceptance avec un petit cœur. Mmh, mmh, Voilà, mmh, c'était mmh. Ouais, l'exercice. oui, oui, Mm. oui. Merci Mmh. beaucoup à toi, Sonia, pour ta participation et pour cette interview. Merci aussi à toi. Merci à vous pour vos questions, d'avoir été là. Merci beaucoup, oui. Ouais. Et alors, pour clôturer ça, pour les personnes qui t'auraient trouvé formidable sur Non? cette interview, Mmh. eh ben, comment on peut te trouver? Comment on peut aller plus loin avec toi si, par exemple, on veut développer avec toi? Alors, tu sais que je suis pas sur les réseaux sociaux. Oui, je sais. Vous tapez Google, Sonia Jaza, J-A-Z-A-T, et en général, Sur Sifour. j'apparais sur Sifour, Mm. dans la zone d'activité des Playes à Sifour, et, Et tu as un cabinet. et j'ai un cabinet, beaucoup d'individuels et des couples. Mm. Et des constellations familiales. Et constellation familiale, ça c'est un autre cadre, puisqu'en général c'est le dimanche, ça dure une journée, euh, et ça va être chouette. Ouais. Ce qui est Voilà. déjà chouette, hein. Oui, 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 parce qu'on a déjà co-animé, voilà, quelques ateliers et ça a toujours été super. Mm. Ça marche. Eh ben, écoute, merci pour tous ces retours. Euh, Au final, moi, je trouve que le couple et l'entreprise, bah, ça se ressemble quand même pas mal. Beaucoup. Hein, il y a beaucoup de Mm, similitudes, notamment sur la partie émotionnelle et sur la partie gestion relation, en fait, mm, hein, qui mm, sont mm. assez similaires. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, donc là, je vais revenir sur ma partie à moi, sur mes accompagnements. Donc, en fait, nous sommes le 8 janvier 2026 pour ceux qui regarderaient cette interview en différé. Et ce mois-ci, j'organise un atelier sur les 5 blessures de l'enfance. On en a beaucoup parlé. Donc, c'est le 18 janvier toute la journée et comment les dépasser. Et vous pouvez trouver toutes les informations sur mon site. Donc, c'est valoriseetvous.fr. Valorise et plus loin ET, vous.fr. Ou sur ma page Facebook qui est aussi Valorisez-vous. Vous avez les informations sur mes différents événements, sur mes stories Insta. Un grand merci à vous tous de vous avoir suivis. Écoute, Sonia, maintenant qu'on a terminé, je vais pouvoir te le dire. C'est la première fois que je vois autant de monde suivre le live. Donc, merci à toi Bah, écoute, merci. et merci à vous Merci tous à tout le monde. de nous avoir suivis, d'avoir posé des questions et pour ce moment interactif. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée à toi Bonne aussi, Sonia. soirée, encore merci. À bientôt. À bientôt.